Well, when I think of Elias, what I miss the most about him is the way he used to lie down next to me at night. Sometimes his arm would stretch along my chest, and I couldn't move. I even held my breath. But I felt safe, complete. And I miss the way he was whistling, walking down the street. And every time I do something, I think of what he would say. Oh, it's cold today, wear a scarf. But lately, I've been forgetting little things. He's sort of fading, and I'm starting to forget him. And it's like losing him again. So sometimes I make myself remember every detail of his face, the exact color of his eyes, his lips, his teeth, the texture of his skin, his hair. That was all gone by the time he went. And sometimes, not always, but sometimes, I can actually see him. It's as if a cloud moves away, and there he is. I could almost touch him. But then the real world rushes in, and he vanishes again. For a while I did this every morning, when the sun was not too bright outside, because the sun somehow makes him vanish. Yes, he appears, and he disappears, like a sunrise or a sunset, or anything so ephemeral. Just like our life. We appear and we disappear. And we are so important to some, but we are just passing through. It's a passing through. Passing through. Passing through. Passing through. Yes. But now we come to a period that I call the battle for identity. Lies my grandma told me. Yeah, superstitious devices. Lies my grandma told me. What? Urban mythological rules. Bubble mice, yeah. Salut les kids et bienvenue dans En attendant Godard, saison 12, épisode 14. Cette semaine, émission consacrée en grande partie, mais pas seulement, au trésor du cinéma américain des 30 dernières années, Richard Linklater. Cinéaste du temps qui passe, de la violence des relations sociales et sentimentales, et pour qui le compromis professionnel n'est pas une philosophie. Camarade de jeu et d'esprit de Steven Soderbergh et Quentin Tarantino, il a tracé sa route en définissant des moments de vie et de narration non conventionnels. Chez Linklater, avec le temps va, tout s'en va, et on se sent blanchi comme un cheval fourbu. Et on se sent glacé dans un lit de hasard, et on se sent tout seul peut-être, mais peinard, et on se sent floué par les années perdues. Alors vraiment, avec le temps, on n'aime plus. Et oui, vous êtes bien dans En attendant Godard, l'émission de cinéma qu'elle est mieux que les autres. Et donc au programme ce soir, vous l'aurez compris, nous parlerons de Richard Linklater à l'occasion de son dernier film Where'd You Go Bernadette. Bernadette a disparu en québécois parce que le film n'est pas encore sorti chez nous, dont nous allons traiter conjointement avec un livre qui est sorti chez Post Édition en partenariat avec la revue en ligne, mais plus seulement maintenant, Débordement. Richard Linklater, cinéaste du moment, un ouvrage dirigé par Romain Lefebvre, Jean-Marie Samoki et Raphaël Newgire, je ne sais pas comment on dit son nom, je m'excuse d'avance, je risque de faire plein de fautes de prononciation avec tous ces gens qui ont des noms pas français, je suis désolé d'avance. Et sachant que d'ailleurs donc l'ouvrage est coédité aussi avec le Centre Pompidou, car a lieu depuis la semaine dernière une rétrospective et une exposition consacrée au cinéaste et à son œuvre qu'il a ouvert donc la semaine dernière en présence de Ethan Hawke. Et enfin, après en deuxième partie, rapidement, je parlerai du nouveau film de Rian Johnson, Knives Out, à couteau tiré, qui est sorti la semaine dernière sur les écrans français. Pour parler de ce jeu programme autour de cette table, il y a bien évidemment la fine fleur de la critique du Grand Ouest, il y a le Dr Erwan. Bonsoir docteur. Bonsoir.
Il y a carrément Floret, bonsoir Thibaut. Salut Thomas, salut à tous. Il y a maîtresse Carla, bonsoir Carla. Bonsoir. Il y a Justine, bonsoir Justine. Bonsoir. Et à la mise en son de cette émission, bien évidemment, il y a Gal. Bonsoir Gal, qui vous fait un coucou très radiophonique. Voilà, donc avant de passer à la section critique de cette émission, agenda local, j'ai pas grand chose sous la dent. Je crois que dimanche au TNB, en partenariat avec l'association Clair Obscur, il y a des petits courts-métrages de réalité virtuelle qui sont proposés au public de manière totalement gratuite. Voilà, si vous voulez voir ça. Et à partir de dimanche matin aussi à l'Arvor, il y a une vente de certaines de leurs affiches. Donc voilà, ramenez des sous-sous parce que ils ont des trésors qui vont coûter cher. Par exemple, si vous voulez l'affiche du Rocky Horror Picture Show, préparez-vous à dépenser plein de thunes parce qu'elle vaut très très cher. Et il y a des trucs qui n'ont aucune valeur aussi, qui sont moins chers. Mais qui sont belles aussi. Et oui. Mais bon, vous savez, les gens ne veulent que les choses connues, c'est bien. On parle d'Antonin là. On parle, c'est ça exactement. Ça fera des sous pour l'Arvor à l'occasion de, ça a été voté, de la baisse des sous-sous donnés par le CNC au cinéma, une baisse de l'ordre de 5% me semble-t-il. De mieux en mieux. Oui. Tout fout le camp, ma bonne dame. Non, oui. Mais c'est bien pour ça que vous étiez. Mais c'est bien pour ça que vous étiez dans la rue aujourd'hui, mon cher Thibaut. Oui, vous pouvez parler, monsieur Thomas Kiki Black Block Gombo. Pas du tout. J'avais un manteau, j'avais un pull vert, donc c'est pas Black Block, hein, n'importe quoi. Il a mis des gants. Oui. Ouais. Et des chaussures pour courir vite. Méfie-toi, peut-être qu'on nous écoute. Oui, bah écoutez, on ne peut pas tous venir en manteau de fourrure en manif. Hein. Désolé, j'ai trop de style pour voilà, ça. Trop stylé. La révolution, mais avec style. Ouais. Exactement. C'est important. Et oui, attends, on va quand même pas faire la révolution habillée comme des PNQ. Non. On a un peu de décence quand même. Au moins, on met pas des cibles sur notre tête comme Thibaut. Comment elle lance des fake news. Ah là là. Ah, parce que elle trouve que ton bonnet ressemble à un slip peut-être. Non, pas un slip, une cible. Ah, une cible, ah oui. Moi j'ai compris un slip. Oui, moi aussi j'ai compris un slip. Non, je me serais pas permis, Thibaut. C'était un slip en forme de cible. Mais... C'était surréaliste. Je me disais de quoi elle parle. J'ai raté un épisode. Moi aussi. Il se passait quelque chose. Et pourtant j'étais là. Mais... Un slip marinière, c'est saillant. Voilà, c'est couleur locale, c'est breton. Voilà, D'ailleurs, bref. la blague ne vient pas de moi, mais de Simon Danielou. Oui, c'est vrai. Le meilleur d'entre nous. Bref. Donc, agenda, on le rappellera la semaine prochaine, mais le 22 décembre prochain, donc dans le cadre des films du dimanche soir, le dernier de la saison 2019 et donc le dernier de la décennie aussi, nous allons donc clôturer bien évidemment avec le plus grand film de cette décennie, c'est-à-dire Mad Max Fury Road de George Miller. Voilà, moi personnellement, ça fait un petit moment que je l'ai pas vu, ça va me faire 2-3 mois, donc j'ai très hâte de le revoir. Voilà, mais on vous tient au courant du reste de la programmation, bien évidemment, au fur et à mesure. Et demain, quand même, il y a un film qui va nous intéresser, et toi notamment, mon cher Thibaut, qui sort, c'est le nouveau film de Terrence Malick, Une vie cachée, qui était au dernier festival de Cannes, donc qui sort bon retour. Demain, voilà. Il y a aussi le nouveau film de Pascal Bonitzer, Les Envoûtés. Je ne savais même pas qu'il faisait encore des films, Pascal Bonitzer. Et sinon, pour finir, parce qu'il n'y a vraiment rien, il y a une comédie avec Gérard Jugnot, je crois, de Tristan Seguela, le fils d'eux, qui s'appelle Docteur, point d'interrogation. Si, il y a la reprise du festival Chéri Chéri aussi, au TNB, qui est un festival de films LGBT. Donc voilà, à partir de demain jusqu'à dimanche. C'est pour ça que j'oublie toujours D'Oréal TNB, parce que leur com est tellement pourri que de toute façon je vois rien passer. C'est pas faux. Oula, ça clash. Non, c'est juste qu'ils ont comme lâché quoi. Arrête, ils vont nous retirer notre subvention. Lequel subvention? Si encore nous payer des places pour venir voir des films à tarif incroyable dans des salles toutes petites, parce qu'à chaque fois qu'ils ont un bon film, ils les mettent dans la picolie. Bah oui. Tout le temps. Intolérable. Bref, donc voilà, c'était l'agenda. Il y a aussi un autre film qui sort vendredi sur Netflix, vendredi 13, magnifique, c'est Noël avant l'heure, parce que c'est le nouveau métrage de Michael Bay, Six Underground, d'où nous parlons la semaine prochaine, docteur, invraisemblablement. Non. Mais tu pourras le dire, tu pourras le voir sur Netflix. Oui, il passe sur Netflix. Oui, il est diffusé sur Netflix, Six Underground. Donc un film à la hauteur du génie de Michou, parce que ça parle de 6 milliardaires qui sont passés pour morts pour aller combattre le crime. Il y a qui là-dedans? Il y a Ryan Reynolds et Mélanie Laurent qui a l'air badass à chier quoi. Putain, j'ai trop hâte. Badass. Voilà. Si même Michael Bay fait du Netflix maintenant, c'est que Hollywood est vraiment dans la panade. Ils n'ont plus rien à produire quoi, vraiment quoi. Non. Donc voilà, donc nous parlerons. Ça sera un beau programme la semaine prochaine. Terrence Malick et Michael Bay, c'est les deux extrêmes. C'est le cinéma dans toute sa diversité. Exactement. Voilà, donc on va passer à la section critique de cette émission pour nous envoler du côté du Texas notamment et du cinéma de Richard Linklater et tout ça, une petite douceur HIP à choper.
Vous êtes toujours dans En attendant Godard et c'était The Sugar Hill Gang avec Rapper's Delight dans sa version courte, hein, donc vous le remarquez, elle ne fait pas 14 minutes mais que 4 minutes. Malheureusement on n'a pas eu le temps de passer ce morceau fabuleux qu'on peut entendre notamment dans un film de Richard Linklater en 2017, Everybody Wants Some, lors d'une scène de karaoké dans une voiture absolument merveilleuse. Et de Richard Linklater il va en être question dès à présent avec donc à l'occasion de sa non-sortie française mais de sa disponibilité tout de même à Los Angeles de son donc dernier long métrage Where'd You Go Bernadette, qu'on pourrait traduire par Bernadette a disparu, comme nos amis québécois par exemple, et aussi donc d'un ouvrage édité par Post Édition en partenariat avec Débordement et le Centre Pompidou, donc Richard Linklater, cinéaste du moment. Donc on va en profiter pour revenir quand même sur Richard Linklater, qui est un cinéaste que quand même assez égoïstement j'aime énormément, peut-être plus que certains de mes camarades ici qui connaîtraient moins son travail, mais c'est un cinéaste qui quand même depuis une dizaine d'années que cette émission existe, on a toujours suivi dans ses derniers films. On a notamment traité de Boyhood et de son dernier The Last Flag Flying, la dernière tournée, parce que Everybody Wants Some était sorti une sortie catastrophique en plein milieu de l'été, je crois. Donc ce qui fait que malheureusement on l'avait loupé. Et donc Richard Linklater, ce n'est pas non plus un cinéaste inconnu, ce serait pas un continent inconnu du cinéma américain, parce qu'il est quand même assez connu en France, il est assez célébré, même si ses films sont quand même la plupart du temps très mal distribués malheureusement, donc notamment Everybody Wants Some et même Last Flag Flying qui était sorti dans un réseau de salles ridiculement petite, et celui-là donc Where'd You Go Bernadette n'a toujours pas de date de sortie française annoncée, ce que je trouve assez lamentable. Et Richard Linklater, surtout quand on voit le casting qui met en scène et en vedette Cate Blanchett, donc une superstar qui est comme une des plus grandes actrices américaines vivantes, peut-être la plus grande, et avec son sidekick Billy Crudup, qui est un acteur aussi convaincant, solide. Tout à fait, absolument. Et donc avant de revenir donc sur Where'd You Go Bernadette, revenir rapidement sur Richard Linklater. Donc c'est un cinéaste américain qui fête ses 59 ans si je ne m'abuse. Déjà, moi aussi ça m'a fait un petit choc quand j'ai revu son âge, qui s'est révélé en tout cas sur la scène à dire au moins américaine si ce n'est internationale, avec son deuxième long métrage qui s'appelait Slacker en 1991, où déjà il met en branle à la fois en termes narratifs et en termes de personnages ce qu'il va toujours traiter au fur et à mesure de sa filmographie, c'est-à-dire des personnages qui ne foutent rien, des personnages qui glandent, des personnages qui errent et qui parlent énormément, ce qui est quand même un des traits principaux de sa filmographie. Si on voulait vraiment définir le walk and talk beaucoup plus que Aaron Sorkin, ça serait peut-être le cinéma de Richard Linklater. Et donc, comme je disais en intro, il fait un peu partie de la même bande du cinéaste des années 90 qui étaient vus comme des cinéastes indépendants comme Steven Soderbergh ou bien Quentin Tarantino. Et d'ailleurs, ils sont tous potes plus ou moins aussi avec Robert Rodriguez. Ils errent tous dans les mêmes coins à Austin, au Texas, d'où où Richard Linklater a posé ses valises il y a de ça presque 40 ans, parce qu'il n'est pas de Austin mais d'un bled à côté, un cutéreux quoi. Et donc Austin qui est un peu une zone bizarre au Texas, parce que c'est une zone qui est un peu plus progressiste que le reste de l'État, en tout cas qui est un peu le bassin culturel du Texas, où de grandes zones de cinéma notamment se sont établies. C'est là que Robert Rodriguez a fondé ses studios et où il bosse principalement. C'est là où Richard Linklater gère un ciné-club et une association de cinéma dont il y a beaucoup de fonds qui proviennent justement des films de Soderbergh, des films de Tarantino, tout ça qui alimente régulièrement justement le ciné-club, et que la vie locale en termes de cinéma puisse continuer à exister, on va dire. Et au fur et à mesure des années 90, il a adopté à peu près le même plan de carrière donc, que son pote Steven Soderbergh, c'est-à-dire un film pour lui, un film pour eux étant les studios américains. Et même si lui il allait quand même moins franchement dans ce côté-là, parce que quand Steven Soderbergh fait des films pour eux, entre guillemets, c'est hors d'atteinte, c'est la trilogie des Oceans, des Oceans, ou même un de ses derniers en date qu'on avait parlé ici qui est Logan Lucky, et puis à côté de ça il fait beaucoup de films plutôt expérimentaux, des petits budgets, des trucs qui tournent avec son iPhone, des machins comme ça. Et Linklater est un peu dans la même lignée a priori, parce qu'il a fait des films qui seraient vus a priori comme commercial, comme The Newton Boys en 1998, qui est un mélange de polar et de western sous fond de braquage dans les années 20, avec un petit peu les petits jeunes
future gloire de l'époque, c'est-à-dire Ethan Hawke et puis Matthew McConaughey, qui sont des acteurs qu'il a retrouvés assez régulièrement au fur et à mesure de sa filmographie. Parce qu'une des choses qui caractérise son cinéma, c'est à la fois sa fidélité à ses techniciens et à ses comédiens, notamment. Ethan Hawke a tourné dans 9 de ses films, je crois. Matthew McConaughey dans 3 ou 4. Il y a Julie Delpy qui retrouve dans 5 ou 6 de ses films, tout ça. Et c'est vraiment des acteurs qu'on retrouve selon les différentes époques. Et ce qui fait qu'il a vraiment une réelle famille de cinéma et ça imprègne tout son cinéma, qui sont d'ailleurs des thématiques et des motifs qu'on retrouve dans l'ouvrage donc Richard Linklater, cinéaste du moment, parce que plusieurs des textes dedans reviennent sur le rapport aux acteurs, sur le rapport au temps qui est établi dans les films de Richard Linklater, parce qu'il est composé de 6 textes critiques sur différents aspects du cinéma de Richard Linklater, qui est précédé d'une longue interview d'une 40aine de pages quasiment du cinéaste, qui est vraiment passionnante et que moi-même j'aurais aimé voir plus longue parce qu'elle est vraiment hyper intéressante sur la manière dont lui-même revient sur son rapport au cinéma, sur son rapport à la cinéphilie, parce qu'il a une cinéphilie qui est l'inverse de beaucoup de ses camarades, par exemple à l'inverse de Quentin Tarantino qui est une cinéphilie très bis, Asie, Amérique. Lui, elle est beaucoup plus européenne et beaucoup plus cinéaste européen de la modernité. C'est-à-dire qu'il y aura Bresson qui revient souvent, il y aura des cinéastes un peu plus tardifs comme Werner Fassbinder qui revient aussi énormément, Eustache, tout ça. Il a vraiment une influence européenne dans son cinéma qui se retrouve vraiment à l'inverse de beaucoup de ses camarades de jeu, justement. Et ce que je trouve que ce qui fait que Linklater est un cinéaste vraiment intéressant parce qu'il est vraiment à part dans le microcosme du cinéma américain, y compris du cinéma indépendant américain. C'est-à-dire qu'il a comme une liberté de manœuvre hyper grande pour faire les films qu'il veut et pour mener des projets hyper casse-gueule sur le long terme. Un film comme Boyhood, par exemple, qui est tourné sur une 12aine d'années, c'est a priori pas le pitch le plus, en tout cas la manière de faire le plus facile à vendre à des studios américains. Et c'est ça que moi j'aime personnellement beaucoup dans le cinéma de Linklater, c'est un côté réellement libre, à la fois dans les personnages qu'il met en scène, dans la manière dont il pense et fabrique ses films, que ce soit dans ses films expérimentaux comme Waking Life, comme Scanner Darkly, dans Tape ou bien des machins comme ça, son côté réellement engagé sur la société américaine qu'on trouve en filigrane tout au long de sa filmographie. Son film peut-être le plus militant et volontariste étant Fast Food Nation, donc sur les fast-food mondiaux on va dire, qui était sorti en 2006, et en même temps à la fois un caractère de prendre son temps, que ce soit pour les personnages ou alors lui-même dans la manière dont il pense le cinéma et dont il veut le faire, ce que je trouve un caractère assez rare dans le cinéma mondial actuellement pour être souligné et pour être apprécié justement. Après, on peut revenir sur sa dernière livraison. Donc voilà. Bernadette, Bernadette a disparu. Bernadette Where do you go, Bernadette? Donc voilà, en effet, c'est produit par Amazon, c'est ça? Ça devait être produit par Amazon. En fait, c'était plus le cas. C'est produit par Annapurna. C'est Annapurna, oui. Ouais. Donc voilà, un film qui n'a pas de distribution malgré un casting franchement alléchant, hein, quand on voit la superstar Cate Blanchett, qui moi est une actrice que je considère comme la plus grande actrice américaine actuelle, contemporaine. Ouais. Enfin, elle est vraiment immense, et ici elle trouve un rôle, et je trouve qu'elle s'insère bien en fait dans le cinéma de Linklater, dans le sens où elle va proposer quelque chose peut-être d'assez nouveau dans son jeu, où on a l'image peut-être d'une Cate Blanchett qui contrôle vraiment son jeu, qui contrôle ses choix, et ici elle a... comme chez Todd Haynes par exemple. Voilà, on se souvient tous de sa magnifique partition dans le non moins magnifique Carol de Todd Haynes. Et dans I'm Not There. I'm Not There, ça c'est magique ça aussi. Et ici en fait, elle propose une prestation un petit peu plus foutraque, qui est à l'image finalement du film Where Do You Go, Bernadette, qui est un film qui en même temps est totalement linklaterien et en même temps éclate pas mal de frontières que le cinéaste avait construit tout au long de sa filmographie. Pour faire un petit peu le pitch vite fait, c'est donc l'histoire de Bernadette, une espèce de desperate housewife, si on peut dire ça ancienne, comme ça. Ancienne architecte de talent. Gloire de l'architecture, ouais. Et qui se retrouve dans une espèce de crise identitaire, et qui, par l'intermédiaire d'un voyage initié par sa fille, donc va se retrouver en Antarctique, et où la cellule petit à petit, la cellule familiale va essayer de se reconstruire via ce biais-là. Et ce film-là, donc, cette échappée de la mère qui part en fait voilà, sans son mari. Et ce film est très intéressant parce qu'il combine différents éléments, notamment ce rapport très très intéressant
à l'espace intérieur. En fait, Linklater est un cinéaste, si on se rappelle son dernier film avec The Last Flag Flying, qui est un road movie où il n'y a pas d'espace. Et ici, le film s'ouvre pourtant sur un espace totalement vierge, donc pseudo-vierge, on va dire l'Antarctique. Et pourtant, on va vite rentrer finalement dans cette immense demeure qui en même temps se casse la gueule, où il y a des plantes qui poussent. C'est une image assez fantasmagorique de la maison. Et par-delà, en fait, cette espèce d'échappée belle antarctiquienne, si on peut dire ça, ou pôle sudienne, ça, Linklater finalement va rentrer un petit peu dans le moule de sa propre filmographie, de ses propres motifs, en restant finalement assez largement dans cette maison. Et voilà, rien que le début du film, rien que les premières séquences du film posent un nouveau chapitre dans la filmographie de Linklater. Et rien que pour ça, le film vaut le coup d'œil. Après, moi, je trouve qu'il est quand même foutraque. Peut-être il a voulu en mettre un petit peu trop. Voilà, c'est un film. Moi, comme tu disais, c'est un cinéaste qu'on a beaucoup défendu ici. Moi, c'est un cinéaste que j'aime beaucoup parce que je trouve qu'il est extrêmement humain. Et c'est un personnage qui, même, c'est un cinéaste qui, lors de l'écriture de ses paroles, il y a un tel amour pour ses acteurs que même les personnages, on va dire antipathiques, arrivent à donner de l'empathie. Ça, c'est un tour de force que je trouve assez remarquable. Et ici, dans Bernadette, c'est le cas, en fait, parce que Bernadette, voilà, c'est pas le personnage pour qui on va avoir direct une grande admiration. Et pourtant, la performance de Blanchett, dont on sent qu'elle est aimée, fait que le spectateur, petit à petit, arrive à un petit peu comment dire, je trouve pas le mot. T'as dit mal aujourd'hui, hein. Avoir de l'empathie. Voilà. Vu que j'avais dit empathie avant. Justine, en fait. Donc toi, t'es moins. Alors, ouais, moi je suis beaucoup plus sur la réserve. En fait, le gros problème que je trouve au film, c'est que j'ai l'impression que, à force de vouloir déshumaniser Bernadette, donc Cate Blanchett, on arrive à un truc un peu foutraque, comme tu dis, mais moi qui me pose problème. Parce qu'en fait, elle raconte jamais son histoire elle-même. On en passe toujours par des moyens narratifs, notamment ces séquences de documentaires un peu à la Portlandia ou à la Sacha Baron Cohen ou quelque chose comme ça. Le parcours du personnage Absolument. est raconté par un documentaire un peu rétrospectif sur son œuvre, sa vie, blablabla. Ouais, tout à fait, un documentaire un peu style... la Maison France 5. Quoi. Ouais, absolument, tout à fait, la Maison France 5. Et en fait, voilà, c'est qu'elle raconte jamais son parcours. Comme si, en fait, il n'existait pas pour elle. Et moi, c'est un truc qui m'a vraiment posé problème. Elle le découvre à un moment donné quand elle prend l'initiative un peu presque à regret de devoir regarder qu'est-ce qu'il y a sur elle sur Internet, et donc elle tombe sur ce documentaire. C'est comme si finalement elle se regardait, quoi, une mise en miroir de ses vies passées qui finalement en fait arrive un peu comme ça, même dans le film. C'est assez surprenant, tu te dis bon. Ouais, surtout que moi j'avais pas l'habitude de ça chez Linklater, où justement comme c'est quelqu'un d'extrêmement humain, je trouve qu'à chaque fois on a le ressort là chez les personnages qu'il met en scène, qu'il écrit même aussi parfois, mais du coup là ouais, ça m'a vraiment gênée. J'ai pas senti la chose aboutie en fait, et du coup rien ne peut graviter autour de ça, puisque ce personnage qui est totalement déshumanisé, en fait finalement autour c'est que du petit bout des étincelles comme ça, mais il n'y a rien qui fait microcosme, il n'y a rien qui... Et moi du coup j'ai eu cette impression là par rapport au jeu d'acteur de Cate Blanchett, que j'ai trouvé très très bon, mais du coup vu que le personnage n'existe qu'à moitié, je trouve, et finalement je voyais pas le personnage, je voyais Cate Blanchett qui regarde son personnage. Et ça m'a c'est vrai que pendant tout le film je me suis dit bon, c'est bizarre, parce qu'on a l'impression qu'elle porte elle-même en tant qu'actrice un regard sur son personnage, et du coup vu que les choses arrivent petit à petit comme ça dans le film, finalement moi ça m'a un peu posé problème et j'ai eu du mal à rentrer. C'est marrant parce que pour le coup moi j'ai eu vachement d'empathie pour le perso de Blanchett, justement, que je trouvais hyper attachant, à la fois par ses colères, par son rapport aux autres, à ses codes de voisine, je voyais Cate Blanchett avoir de l'empathie pour son personnage, et je voyais pas, j'avais pas d'empathie pour le personnage, vu qu'en gros je regardais le processus d'assimilation de l'actrice avec son personnage. Mais c'est un peu ce qu'il a déjà fait Linklater dans certains de ses films, notamment c'est plus expérimentaux, je pense à Waking Life en 2001, où justement c'était énormément de réflexion sur pas sur l'être acteur, mais sur l'être personnage presque. Ouais, mais là il passait par l'animation, non? Ouais, par une forme d'animation particulière, mais ouais. Donc, après, ce qui est intéressant dans Bernadette,
moi, je trouve le film, c'est clair, carrément foutraque, mais c'est ce rapport à la temporalité. On dit beaucoup, et c'est le titre du bouquin paru chez Débordement, que Linklater est un cinéaste du moment, c'est-à-dire un très beau titre d'ailleurs. Oui, c'est vrai. C'est-à-dire qu'on va suivre en fait toute une série de personnages à l'instant T où ils existent, et en fait, Linklater ici. Par le procédé narratif, donc du coup une espèce de voix off qui va raconter et le passé, et par son montage qui fait commencer le film par une espèce de futur, et puis après on va retourner dans le passé pour finalement arriver. C'est là en fait que le film me paraît d'un point de vue d'analyse un petit peu de la filmographie de Linklater intéressant, parce que en fait il prend un petit chemin de traverse en fait par rapport à ce temps, et ce qui fait la grande force des films de Linklater. Je pense notamment à ces deux teen movies Dazed and Confused, donc Génération Rebelle il me semble, je crois que c'est ça. Oui, c'est en français, et Everybody Wants Some, où on suit dans l'un des films un groupe de lycéens, dans l'autre un groupe d'étudiants, de freshmen de la fac, qui va bientôt rentrer à la fac. Donc du coup où c'est un cinéma qui est dépourvu d'enjeux narratifs, où en fait on suit ces gens en fait gambader d'ici de là en soirée. C'est les slackers, c'est les mecs qui glandent. Voilà, et ici dans Bernadette, en fait, ce rapport au temps est totalement différent. Moi, ça m'a un petit peu surpris. On va dire agréablement surpris, mais le film est tellement foutraque que finalement, je sais pas trop quoi faire en fait de cet étirement temporel en fait qui reprend en fait toute la vie du personnage de Blanchett. Donc voilà, c'est un petit peu le truc pas mi-bon mi-con, mais c'est étonnant parce que Linklater, comme dans je trouve ça en fait que ça souvent dans ses films, il bosse sur des temporalités qui sont courtes pour les personnages. Ouais. C'est une journée, une nuit, ou alors 3 jours, voilà. Maximum. Alors que là, ça s'étend sur une semaine quasiment, voire plus, ce qui donne une dilatation du temps, mais d'un temps réel et presque concret qu'on n'a pas l'habitude de voir chez lui, parce que ces films sont toujours des errances, des longs moments de pause, de voyage, où finalement le but est pas très important, quoi. C'est plus la discussion pour arriver qui est plus intéressante. J'ai trouvé qu'il y avait un système d'opposition dans le film qui m'a un peu saoulé en fait, genre par rapport à l'architecture et la présence de la nature qui envahit comme ça les espaces, mais aussi l'Antarctique et tout ce qui est lié au numérique, avec cette histoire de la mafia russe à un moment donné. Enfin, j'ai trouvé qu'il y avait trop de jeux d'opposition comme ça qui, avaient peut-être aucun sens en fait. Enfin, je trouvais que ça n'avait pas de sens. Après, là, pour le coup, je trouve que ça permet aussi de mettre en scène sa propre névrose, dans le sens où on comprend pas ce qu'elle a et elle non plus comprend pas ce qu'elle a. Et quand on a affaire à cet éclatement, finalement on nous met en image ça, mais je trouve qu'il manque du lien en fait. Ouais, c'est peut-être ça. En fait, il y a une espèce de fil de rasoir et t'as l'impression qu'il se prend les pieds dans son propre fil. Complètement, le film, comme disait Thomas, le film en fait dilate le temps, c'est-à-dire qu'on est sur généralement des films qui font 1h50, 2h, et le temps est complètement dilaté. Et ici, le film serait presque trop court par rapport à l'ambition temporelle qui veut bien, qui nous propose en fait dès ses premières séquences. Voilà. Après, je sais pas trop ce que le doc. Alors moi, je suis pas du tout, je suis pas trop d'accord avec vous en fait. Moi, je trouve que le film est plutôt cohérent. Déjà, d'une part, je trouve qu'il est cohérent par rapport. Moi, je connais pas très bien Linklater, mais par rapport à ce que j'ai pu voir de lui, notamment, je trouve qu'il est vachement cohérent avec Boyhood, puisque en fait, si on retrouve exactement le même principe qui consiste en fait à détourner complètement le thème du psychodrame familial, c'est-à-dire où on s'attendrait à des problèmes générationnels, à des histoires de problèmes de couple, des choses assez bateaux. Et de Mumblecore. Voilà. Et là, je trouve que là, justement, on retrouve moi ce qui m'avait bien plu dans Boyhood aussi, c'est que c'est une famille en fait qui a pas vraiment de problème en fait en soi. J'aime bien. Hein. C'est simplement que et en fait son problème à Cate Blanchett, c'est pas un problème, contrairement à ce qu'on essaie de lui faire croire dans le film, c'est pas un problème psychiatrique, c'est qu'elle est excentrique. Et c'est ça, elle est excentrique dans une société qui refuse totalement toute forme d'excentricité. Et donc du coup, dans cette société-là, elle ne peut que paraître anormale et insupportable aux yeux des gens autour d'elle, puisque de toute façon, je veux dire, elle est pas de son temps en fait. C'est un personnage qui est pas de son temps. Et moi, j'ai trouvé que, par exemple, il y a tout le truc avec la maison, par exemple, au départ. Moi, j'ai trouvé ça vachement bien parce que le lieu est hyper cohérent avec le personnage. C'est un lieu qui fuit de partout, et surtout c'est un lieu qui déborde de partout. Et je trouve qu'il y a cette idée-là de ce personnage en fait, qui est un personnage qui est créatif et qui s'est empêché lui-même en fait de créer pour des raisons de morale en fait, pour des raisons parce qu'elle a refusé de voir, parce qu'elle a pas supporté de voir la maison qu'elle avait conçue détruite par un espèce de milliardaire vulgaire quoi. Et c'est ça, comment dire,
c'est ça que moi j'aime. Moi, c'est ça que j'aime. Outre la prestation de Cate Blanchett, moi j'ai bien aimé ce personnage-là parce que je trouve que c'est un personnage qui est pas du tout dans l'époque actuelle. Et ça, c'est un truc que j'ai beaucoup aimé parce que moi j'ai trouvé qu'il y avait un côté moment super cool quoi dans ce personnage-là où tu dis ouais, ok, d'accord, c'est ta mère, ok, d'accord, elle est cinglée quoi, mais putain, je veux dire, t'as une richesse de relation avec elle, parce que d'ailleurs sa fille reconnaît très vite, hein, je veux dire, enfin, voilà, la défend et moi j'aime bien parce qu'il y a aussi une forme de pudeur chez cette femme-là, justement derrière l'excentricité, il y a une forme de pudeur. Par exemple, notamment, il y a cette scène avec comment il s'appelle avec Laurence Fishburne où elle raconte qu'elle a eu 4 fausses couches quoi. Je dirais, elle dit ça au détour d'une phrase et elle recouvre ça d'un flot de paroles pour essayer de faire disparaître, et on sent bien que cette espèce de passé, alors après effectivement sur les mécanismes de manière de représenter le passé, c'est sans doute un peu facile, mais je trouve que je comprends tout à fait qu'elle en parle pas de son passé. C'est-à-dire qu'elle a eu 4 fausses couches, elle a eu sa gamine, et tu sens que le fait d'avoir cette gamine, c'est devenu la chose la plus importante de sa vie. Et elle a cru que ça serait la chose la plus importante de sa vie jusqu'à ce que finalement, comment dire, ce désir créatif finisse par l'encombrer en fait. Voilà. Et je trouve que c'est cette espèce de retraite au pôle sud, enfin voilà, je dirais, elle a ça, c'est quelqu'un qui a besoin de se remettre au boulot effectivement, et je trouve que c'est un film assez beau, moi je trouve assez émouvant sur la créativité, justement, sur le fait que la créativité c'est pas un flot continu quoi, c'est des choses qui parfois s'arrêtent, et qu'il n'y a pas des auteurs comme ça ou des artistes il y a des gens qui créent comme ça pendant 70 ans, et puis il y a des gens qui vont créer pendant 10 ans et puis ils vont s'arrêter. Voilà, du jour au lendemain. Et en fait, il traite, c'est marrant parce qu'il traite en fait son personnage comme un serial killer. C'est-à-dire quelqu'un qui aurait tout donné pendant 10 ans, et puis après qui se retient, mais il y a une espèce de pulsion comme ça qui est destinée à ressortir quoi qu'il arrive. Quoi. C'est comme Matt Dillon dans le dernier L'argent de rire quoi. C'est un peu ce modèle-là, c'est-à-dire ces serial killers qui tuent pendant 10 ans, puis au bout de 10 ans ils s'arrêtent. Et puis il retue plus jamais. Voilà. Mais est-ce que la puce, prends des notes, je trouve qu'il y a, enfin moi j'ai trouvé que justement de prendre ce personnage par des creux, enfin je trouve qu'en termes de caractérisation des personnages c'est un film vachement intéressant, parce que moi j'ai été assez surpris justement de la manière, même si je trouve que on est quand même dans la lignée un peu de Blue Jasmine de Woody Allen, et on est un peu, et moi j'ai trouvé que c'est un film assez Wes Andersonien, pas sur le plan graphique mais sur le plan de cette espèce de famille qui est à la fois dysfonctionnelle et fonctionnelle, et d'idée de complémentarité entre son mari qui est un informaticien qui est assez rationnel, mais qui finalement se laisse embarquer dans justement l'idée que sa femme est folle. Ce que là aussi je trouve super intéressant, comment est-ce qu'une société te décrète folle quoi. Et la scène de l'interrogatoire avec le flic et le truc, enfin ça peut sembler complètement gros quoi, cette histoire de mafia russe et tout ça, mais moi il y a des moments moi je trouve ça très drôle, hein. Moi je trouve que c'est une comédie, hein. Enfin je veux dire, c'est avant tout une comédie. Ça tourne à la comédie, d'ailleurs c'est intéressant, mais c'est vrai que c'est surprenant quoi. Et il y a plein de trucs bizarres, comment le chien s'enferme dans le placard, il y a des choses qui sont absolument pas expliquées, ça j'ai trouvé ça très bien, le fait qu'il y a des tas de choses qui sont des choses qui semblent complètement bizarres, mais qui sont à mon avis quand toi tu vis ton existence, il t'arrive aussi des choses assez étranges qui va être compliqué d'expliquer aux autres, parce que le surréalisme est vraiment et je trouve que cette maison, cette espèce de côté très gothique qu'il y a au début là, enfin c'est tout ce rapport avec la voisine, enfin cette espèce de méchanceté d'entre voisins avec Kristen Wiig qui est insupportable, et puis en même temps effectivement qui a ce côté super touchant, enfin supportable et bienveillante à la fois. Je trouve qu'il y a et même jusqu'à certaines petites scènes, la scène à la pharmacie, enfin l'assistante pharmacienne qui a l'air complètement dépitée, qui comprend absolument pas qui est là en face d'elle, je trouve qu'il y a peut-être trop, mais moi je me suis pas emmerdé quoi. Justement en fait, moi je me suis pas du tout emmerdé. Non, les 2 premiers tiers dans toute cette mise en scène de la déliquescence, quelque chose qui part en vrille quoi, vraiment, qui part en vrille avec elle, et je trouve ça hyper intéressant, comme tu le dis, tout le rapport à son environnement qui en fait la représente totalement. Mais moi le moment où elle part en fait, je n'y vois plus d'intérêt quoi. J'ai l'impression qu'on finit en feel good movie, un peu pour le dire en plus franchement un peu bateau quoi. Bon. Mais non, j'y vois là plus d'intérêt parce que moi je trouve que les retrouvailles à la fin, moi aussi je trouve le moment où ils attendent derrière la porte et tout, moi j'ai trouvé ça bien. Moi, après c'est intéressant de voir pourquoi l'Antarctique, alors Linklater, comme je disais tout à l'heure, dans son Last Flag Flying, fait un road movie sans espace. Pourquoi l'Antarctique?
Alors, il a un rapport à la nature qui est très fort, Richard Linklater, parce qu'on apprend dans le bouquin qu'il souhaite faire un film sur les sur le mouvement transcendentaliste, sur Emerson, sur Thoreau, tout ça. Donc du coup, il a un rapport à la nature qui est assez puissant. Mais pourquoi l'Antarctique, en fait? Pourquoi cet ailleurs si loin? Ça, c'est une vraie question que je me pose. D'autant qu'en général, ces personnages ne partent jamais vraiment, quoi. Ces personnages restent toujours enfermés dans une structure, même dans un espace. Dans la trilogie des Before, qui se passe à Vienne, à Paris. Ça pour moi, c'est la dimension Anderson. Qui est aussi un Texan, quoi. Je dis Anderson, quoi. Donc, je pense qu'ils se connaissent. Ils traînent à Austin. C'est à peu près la génération. Ce rapport à l'espace est assez intéressant. Juste terminer. Et du coup, il me pose la question. Également, est-ce qu'on serait pas devant ce film-là, devant le film peut-être le plus politique de Richard Linklater? On va peut-être mettre la frontalité de Fast Food Nation mise à part, parce qu'il y a toujours un rapport un petit peu en filigrane dans ces films. Le rapport, il questionne un petit peu la famille, l'ordre moral, bien entendu. Mais ici, comme tu le disais, le doc, voilà, on est vraiment sur une espèce de femmes à qui on a bridé la vie et qui se retrouvent dans des rapports de conflit. Alors on sait très bien comment fonctionne la communauté américaine. Ici, il y a une scène qui est très drôle, la scène de la boue est franchement une scène assez fandarde. Mais voilà, la scène, vraiment, est-ce que Linklater ici ne fait pas acte politique? C'est ça maintenant une communauté américaine en 2019, en fait. En gros, c'est juste une communauté où il y a un torrent de merde qui doit s'abattre pour qu'elle puisse se reconstruire. Et puis c'est une société qui, moi je trouve, qui est affolante de médicalisation. Où on lui donne ses troubles, je veux dire, la psy l'a jamais vu de sa vie, je dirais, elle lui donne ses troubles comme ça, c'est violent, ça. Du jour au lendemain, enfin, voilà, vraiment en 2 temps 3 mouvements, et elle passe de personne excentrique à personne folle en l'espace de 5 minutes. Moi, je trouve que c'est une scène qui est assez flippante. J'ai beaucoup aimé la scène où on la voit, donc elle parle à son téléphone là, Majula, je sais plus. Manjula, ouais. Et donc en fait, bref, elle dicte son texte, et puis en fait, elle se rend compte qu'il y a un truc sous le tapis, donc on se dit bon, elle va l'enlever. En fait, finalement, je trouve que le film est un peu à l'image de ce plan-là, où en fait finalement elle va faire un trou dans le tapis au cutter pour laisser la plante déborder. Ouais. Et ça, j'ai trouvé ça vraiment très beau, quoi, comme Ouais, moi aussi, image, moi, je trouve. Et je trouve que Billy Crudup, par exemple, je trouve qu'il est très bien parce qu'il a un rôle qui est assez ingrat, en fait. Le père. Ouais, le père. Et je trouve que justement, il arrive à faire passer enfin, moi, il m'a eu l'air pour une espèce de Bill Gates, enfin, une espèce de mec qui bosse pour Microsoft et tout. Enfin, voilà, qui est pas a priori un personnage voilà, vers lequel je me tournerais forcément volontiers, et je trouve qu'il arrive à donner une humanité à ce personnage qui est assez incroyable, je trouve, et tout en restant justement, et là c'est là aussi où je trouve que c'est intéressant, c'est que la complémentarité du couple elle va avec la complémentarité des acteurs, et c'est que en fait Billy Crudup il joue tout super intériorisé, alors qu'elle elle est hyper en avant, et je trouve que ça fonctionne bien, enfin et puis la gamine est vachement bien, moi je trouve que la gamine est très bien aussi, enfin, et ça j'ai vraiment apprécié ça, moi, de retrouver cette manière de diriger les acteurs. Il y a un effet très naturaliste. Ouais, voilà, où t'as envie d'être avec eux, en fait. Moi, j'avais vraiment, enfin, moi, ce personnage de femme un peu décalé. Ouais, mais un peu folle, quoi. Mais je trouve avec une vraie intelligence, puis surtout avec une vraie intelligence. C'est une femme vraiment intelligente, quoi. C'est-à-dire, et on sent bien d'ailleurs que ça, j'aime bien ça, d'ailleurs, dans le fait que Billy Crudup, il ose, et ça, j'ai trouvé ça vachement émouvant, le fait qu'il ose pas aller la voir. Pour la pousser à créer, on sent c'est parce qu'il est impressionné par ça, parce que lui il se dit moi je suis qu'un technicien, je suis pas un vrai créateur, je suis pas un vrai artiste, et tu sens qu'il y a tout cet arrière-plan entre eux, et ça aussi c'est pas dit vraiment, mais je trouve que justement il y a tout un arrière-plan comme ça où tu devines ce qui se passe dans ce couple, enfin, et je trouve que justement que c'est intéressant parce effectivement il y a ce côté pas expliqué, quoi, dans ce film-là. Il y a des choses étranges qui sont pas expliquées, et en même temps moi ça m'a pas dérangé du tout, cette absence de justification, parce que je trouve que les relations entre les personnages existent quand même par le jeu des acteurs, en fait, plus que par des points de scénario, et c'est peut-être, mais par contre je reconnais que c'est un peu facile, les flashbacks avec le documentaire et tout ça. Et puis j'ai trouvé ça moche, en fait. Enfin, le de-aging est mieux réussi, moi j'ai trouvé, déjà, que dans The Irishman. Mais parce que c'est sur des images fixes qui ne sont pas en mouvement, mais du coup moi j'ai trouvé ça pas très beau, quoi. J'ai trouvé que ça faisait un effet BFM TV, je sais pas comment dire, ces images vraiment fake, quoi, qui avec ces faux entretiens.
Moi, j'ai trouvé ça assez chouette en fait. Quand on parle vraiment juste du pur documentaire un peu virtuel, là, moi j'ai trouvé ça assez chouette et j'avais envie que le film aille dans ce sens, qu'il parte totalement dans un côté hyper cynique et hyper loufoque. Et je trouve que voilà, dès qu'elle part. Ouais, mais le truc c'est que Linklater il est pas cynique du tout et ses persos c'est clair qu'il est pas cynique et ses persos le sont jamais non plus et je pense qu'il serait incapable d'aller dans une direction pareille. Et pour moi on est dans une espèce d'ambiance un peu à la Heure aussi quoi, tu vois, de Spike Jonze, c'est-à-dire qu'il y a cette dimension satirique mais il y a l'humanité des personnages finit par prévaloir quoi qu'il arrive quoi. Moi je suis d'accord avec Justine, en fait dans la dernière partie tu sens qu'il alors c'est peut-être nouveau pour lui, enfin du moins des films que j'ai vus ça me semble nouveau, mais tu sais pas ce qu'il a envie de faire de cet espace-là en fait. Tu sais pas ce qu'il a envie de faire de cette aventure-là. Mis à part que la cellule familiale doit se retrouver, ce qui reste certes un procédé typiquement cinéma américain, mais je sais pas en fait ce qu'il en est. Mais ce qui est pas commun chez lui non plus. Alors c'est pas commun chez lui, c'est pas commun non plus dans le cinéma américain parce que généralement on reste quand même dans le territoire américain. Ici de partir dans cet océan d'inconnu, territoire immaculé, reste. Alors, bien entendu, il y a quand même un petit discours sur le tourisme qui parasite un petit peu tous les espaces, qui moi me fait rire un petit peu. Mais non, que je trouve bien vu. Mais voilà, tu sais que tu vois pas où ils vont en venir en fait avec cet espace-là. C'est comme s'il était décontenancé, comme si voilà, il n'arrive pas, je sais pas ce qu'il veut en faire en fait. Donc ça me questionne, voilà, d'un point de vue de sa filmographie, parce que dans son premier film par exemple c'est It's Hard to Plow, le titre un petit peu à rallonge, qui était son premier film, qui est un film très intéressant, It's Impossible to Learn to Plow by Reading Books, voilà, qui est un film très intéressant. Voilà, on le suit lui-même, c'est l'acteur, et en fait il prend le train et puis il se balade d'ici de là machin, mais il reste aux États-Unis. Et là tu comprends un petit peu la dimension expérimentale et où il veut aller dans ce système d'errance qu'il va ensuite retravailler, mais dans cette errance typiquement américaine. Ici, comme Justine, voilà, je trouve que le film en fait trop et que la balance n'est pas toujours équilibrée, on va dire. Bon, on va devoir s'arrêter là, messieurs, dames, je suis désolé. Donc c'était le nouveau film de Richard Linklater, Where'd You Go Bernadette, qui est disponible donc à Los Angeles, en Blu-ray et en DVD, bien sûr, si vous voulez le commander. Et aussi donc d'un très chouette ouvrage que nous vous recommandons, Richard Linklater, cinéaste du moment, sous la direction de Romain Lefebvre, Jean-Marie Samoki et Raphaël Muyer. Donc paru chez Post Éditions avec la revue Débordement. Et donc en ce moment, il y a au Centre Pompidou une rétrospective et exposition autour de Richard Linklater, donc le cinéma matière-temps, et donc c'est du 25 novembre, donc la semaine dernière, jusqu'au 6 janvier prochain. Juste pour revenir sur le bouquin, l'article, il y en a un article qui est hyper intéressant. Ouais, il y a de très chouettes articles, notamment celui de Adrienne Boutan et de Julie Truveau-Dallon, que je trouve sont qui donnent le plus matière à penser le cinéma de Richard Linklater. Sur Adrienne Boutan, sur la figure adolescente du cinéma Linklaterien, vraiment très très intéressant. L'interview est cool, hein, t'aimerais que ça dure tout le bouquin, en fait, ça dure 200 pages. Et celui de Julie Truveau-Dallon, alors du coup, qui est sur une histoire américaine, et en fait du coup t'as l'impression que le bouquin est sorti trop tôt, parce que j'aurais bien aimé avoir son point de vue sur Bernadette. Mais bon, ça sera pour la prochaine. Une mise à jour. Voilà, exactement. Donc, il n'y a pas une interview dans le SoFilm que j'ai acheté. Non, mais il y a aussi sur le site du Forum des Images une interview qui est de 2015, avant que sorte Everybody Wants Some par Emmanuel Burdeau, quand il y avait une rétrospective au Café des Images. Et l'interview est vraiment chouette parce que Richard Linklater est toujours passionnant quand il parle. On va continuer à explorer le continent américain et aussi la revisite des genres, mais tout ça, maintenant on va virer paranoïde. Vous êtes toujours dans En attendant Godard sur Syllab, et c'était Black Sabbath avec ce chef-d'œuvre qui est Paranoid, extrait de cet album chef-d'œuvre qui est Paranoid aussi, hein, pour les esthètes qui confondraient avec d'autres groupes. J'ai cru que c'était The Oasis, mais bon, pardon. N'importe quoi. Donc Black Sabbath Paranoid qu'on peut entendre notamment dans Dazed and Confused de Richard Linklater, un chef-d'œuvre, on peut le dire. Dans un tout autre genre, donc je vais parler rapido presto du nouveau long métrage de Rian Johnson, qui est devenu une superstar depuis qu'il a réalisé Star Wars 8 il y a 2 ans, mais que nous on connaissait quand même avant pour quelques chouettes films qu'il a réalisé, notamment Brothers Bloom, Brick et Looper, et qui donc avec... Brick.
Ouais, qui est super chouette. Vraiment le meilleur à mon avis. Je trouve aussi. Celui le plus. Et qui donc est son nouveau film est dans la lignée de ses précédentes de revisite des genres on va dire, célèbres du cinéma. Donc là, à couteau tiré, Knives Out avec un casting 4 étoiles. Il y a Daniel Craig, il y a Jamie Lee Curtis, il y a Don Johnson, voilà. Bref. Mais à couteau tiré, c'est pas un titre d'un film de Lita Maori avec Alec Baldwin Oh putain, oh là là. Et putain, c'est qui chasse l'ours et Anthony Hopkins qui chasse l'ours. Et Anthony Hopkins. Et c'est pas bien du tout. Et que c'est pas bien. Lita Maori, c'est quand même une fois qu'il a quitté Nouvelle-Zélande, c'était quand même pas terrible. Merci Thibaut une fois de plus pour cet éclair cinéphile qui vous honore, mon cher. Et donc Knives Out, ça se présente un peu comme un genre de Dix petits nègres, enfin en tout cas de roman à clé à l'anglaise à la Agatha Christie. Donc 10 petites personnes afro-américaines. 10 petites personnes de couleur noire. S'il te plaît. Pardon, excusez-moi. Donc, où dans une grande maison de nobles américains, un peu dysfonctionnelle là aussi, le grand-père, donc joué par Christopher Plummer, pas par Kevin Spacey, mais par Christopher Plummer, meurt. Et donc, ça va être toute l'enquête autour de là. Est-ce que c'est un suicide? Est-ce que c'est une mort? Et donc, moi, quand j'ai vu la bande-annonce, j'ai cru que c'était une adaptation de Cluedo. Oui, mais ça ressemble un peu à ça, justement. C'est pour ça que c'est vraiment. Je me suis dit, ils ont fini par la faire, cette fameuse adaptation de Cluedo dont j'entends parler depuis 20 ans. Ils y font référence justement à un moment dans le film. Un des inspecteurs dit au personnage de détective privé incarné par Craig qui s'appelle Benoît Blanc. Ils disent c'est marrant avec cette famille de merde et ce manoir à la con, il y a vraiment un Cluedo. Et c'est vrai que le film est un peu vendu comme ça et un peu pensé comme ça, sauf qu'à l'inverse du thriller à l'anglaise où en général c'est le point de vue de l'inspecteur, donc un genre d'Hercule Poirot qui va tout déduire en allant interroger les gens, qui verra tous les trucs, qui aura des petits flashbacks dans sa tête pour voir un petit peu comment l'intrigue s'est passée. En fait, là, le point de vue est inversé, c'est le point de vue d'une des victimes, enfin d'un des membres de la famille qui est un peu extérieur, qui était en fait l'infirmière du perso de Plummer. Et donc en fait, tout passe par son point de vue et non pas par le point de vue de l'inspecteur, ce que je trouve assez intéressant et qui peut être l'aspect justement le plus intriguant du film parce qu'il prend un peu à revers le thriller à l'anglaise, qui est quand même un genre de polar qui souvent est, si ce n'est réactionnaire, en tout cas conservateur, où justement ça va être l'ordre qui va être rétabli à la fin, où finalement ça va être tel mec qui était forcément le dégénéral de la famille. Sauf dans Gosford, dans le merveilleux Gosford Park de Robert Altman. De Robert Altman, exactement. Ouais. C'est excellent film de Robert Altman. Et c'est vrai qu'il y a un petit côté comme ça, mais tout de suite, vu que c'est Rian Johnson, il y a un côté dans la mise en scène qui serait beaucoup plus ludique, ou en tout cas il avait testé beaucoup plus de choses dans la mise en scène et dans sa narration, même si par contre, il n'arrive pas à éviter les écueils du thriller à l'anglaise, c'est-à-dire que quand même, très vite, on n'a vraiment rien à branler de l'intrigue et de qui a fait quoi, parce que de toute façon, le secret, vu que c'est le point de vue d'une des personnes, enfin, d'une des protagonistes, on va dire, potentiellement meurtrières de l'intrigue, c'est très vite éventé, et finalement, tout le truc, c'est de savoir qui a trahi qui a fait quoi, qui a fait machin, nanana, et je trouve que du coup, ça tourne un peu en rond, et c'est-à-dire que le film fait comme ces 2h10 bien tapé, et que c'est un peu le problème qu'il y a comme dans... C'est plus un problème scénaristique qu'un problème de mise en scène ou bien d'acting, parce qu'ils sont tous très contents de jouer leur personnage veut, genre Michael Shannon qui joue un éclopé qui tient la maison. Oui, parce qu'en plus, on est quand même dans la catégorie d'acteurs, on est quand même dans du discret, quoi. Oui, on est dans qui risque pas de surjouer du tout. Daniel Craig, Shannon, Jamie Lee Curtis, on est chez Bresson, quoi. C'est ça, on est dans le non-jeu, j'imagine. Merde, il y a Captain America aussi, là, Steve. Ah oui, Chris Evans que j'aime. En fait, c'est un peu un plan, comme les films de Lumet, enfin comme le Criminal Orient Express ou du Remords sur le Nil. Comme ça, oui, c'est que des mecs connus. Les All Cast Stars, voilà, où en fait on s'en fout de l'histoire. Simplement, c'est juste cool de voir plein d'acteurs super connus qui cabotinent ensemble. Exactement, c'est ça. Où effectivement, du coup, t'as une genre de bonne humeur qui règne sur le film, étonnamment, alors que c'est quand même genre des histoires de trahison familiale, puis de mecs qui meurent, puis de machin qui veut l'héritage, et puis de machin qui a baisé machin, et puis en fait l'autre c'est un salaud. Tout le monde semble s'être bien amusé. Mais tout le monde s'amuse bien, mais au bout d'un moment, un peu moins le spectateur, je trouve. Ce qui se trouve assez dommageable, même si Rian Johnson garde quand même ce caractère ludique et hyper vif dans sa mise en scène, que moi j'aimais vraiment dans ses premiers films, dans Brick et dans les frères Bloom notamment, quoi. Mais je trouve que malheureusement, avec le pouvoir qu'il a acquis avec le dernier Star Wars en termes de box-office... Pouvoir relatif à mon avis, parce que le film il a quand même été vachement décrié mais le film, sur les choix qu'il a fait. Mais le film a bien marché, donc du coup, ça, après que ça marche relativement bien ou non, c'est pas la question. Il sait qu'il a un petit crédit auprès des producteurs justement pour avoir la maille qu'il veut, pour faire le film qu'il veut, quoi. Et c'est pour ça qu'il peut avoir un casting pareil. Visiblement, il n'a pas le scénariste qu'il veut. Non, c'est lui le scénariste. Donc, faut qu'il engage le scénariste qu'il veut. Voilà, exactement. Mais en tout cas, ça reste quand même un beau film de Noël.
Un beau film de Noël. Exactement, ouais. Voilà, donc c'était À couteau tiré et Knives Out de Rian Johnson. On va passer. J'ai vu qu'il y avait un trône de couteau aussi, une espèce de trône de fer, mais, en couteau. Ouais, qui sert à la fin du film, justement. Oui, j'imagine. Je suppose. Ça sent le fusil de Tchekhov à 100 mètres à la ronde, ce truc. Voilà, on va passer au coup de cœur, docteur. Mon coup de cœur, c'est un concert vu au Transmusical le vendredi dernier. Voilà, donc à un moment où j'étais encore en pleine possession de mes moyens intellectuels. Donc j'ai pu à la fois retenir le nom et retenir ce que je regardais. Donc c'était Los Bichos, donc quatuor féminin, qui font du surf rock. De manière très plaisante et de manière très entraînante, et c'était bien. Voilà, c'était très bien. Carrément Floret. Moi, ça va être après votre week-end, pour le coup, relativement sobre et austère. Un week-end de daron. Qu'est-ce que tu Il est déjà blasé. Donc du coup, film de daron, ça va être Le Magicien d'Oz de notamment, entre autres, Victor Fleming. Peut-être l'alpha et l'oméga du cinéma merveilleux. Voilà, je pose la question, mais c'est absolument. T'es pas encore un vrai daron, sinon t'aurais dit Le Magicien, la série. Non, putain. C'était nul ça. Ouais, non. Donc Magicien d'Oz, c'est absolument merveilleux quand même. C'est pas mal. Comme cinéma. Carla. Alors moi j'ai vu un film vraiment magnifique hier soir à l'Arvor qui s'appelle La vie invisible d'Eurydice Gusmão. C'était en avant-première. Hein. Oui, c'est un film brésilien qui a eu un prix pour Certain Regard ou qui était sélectionné pour un Certain Regard à Cannes en 2018. C'est un film de Karim Eynouz. Karim Eynouz. En fait, c'est vraiment dommage d'en parler maintenant à toute vitesse comme ça parce que c'est un film. C'est pas lui qui avait fait Madame Sata et je sais pas du tout. Je sais pas du tout. Non, mais si, c'est un mec assez. C'est un film vraiment que j'ai trouvé genre magnifique et qui se passe à Rio de Janeiro dans les années 50. Et c'est l'histoire de deux sœurs qui sont séparées et qui finalement se retrouvent dans la même ville sans le savoir et qui vivent comme ça ensemble mais séparément. J'ai trouvé ça mais vraiment magnifique, que ce soit d'un point de vue de l'écriture, de la photographie, des couleurs, de la mise en scène, des actrices qui sont splendides. Vraiment, je pense que c'est un film, ça serait. J'aimerais beaucoup. On sent que tu nous fais du pied là. Toute larme. Si. Justine. Oui, alors moi c'est aussi comme Erwan un concert des Transmusicales aussi le vendredi et c'était Short Paris qui est entre la techno-industrielle et le post-punk et c'était un peu une machine à danser glaciale et c'était formidable. Moi dans un tout autre genre, merci Justine, donc ça sera la dernière dernière tout court d'ailleurs, de Silicon Valley, donc la saison 6, la merveilleuse série de Mac Judge et Alec Berg s'est arrêtée dimanche dernier et c'était un bonheur de finir cette saga avec eux, j'ai pris énormément de plaisir. On se retrouve la semaine prochaine donc pour notamment parler de l'artificier en chef Michael Bay. D'ici là, portez-vous bien, prochaine édition, à ciao, bonsoir. Ciao. Salut.